Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons réagir à la sortie de l'enquête du bureau enquête accident pour la sécurité de l'aéronautique d'État sur un événement qui a eu lieu le 30 septembre 2020 entre un Alpha Jet qui a décollé de la base de Cazaux et un Dauphin de la Marine nationale qui était à la recherche d'un voilier disparu depuis plus de 24 heures. C'est un sujet qui a été couvert dans la presse. Je vous propose que nous étudions un petit peu le compte-rendu d'enquête. Dans un premier temps, je vais vous parler de l'Alpha Jet, ensuite du Dauphin, ensuite nous regarderons les faits et nous essaierons de voir ce qu'il y a à apprendre. Et surtout, si vous pilotez ou si vous appréciez l'aviation, il y a pas mal de choses à retenir sur le fameux voir et éviter, et également se rendre compte de ce qu'équipent actuellement les aéronefs d'État en termes de moyens de avoidance, comme on dit, les moyens d'anti-abordage. Allez, tout ça après le jingle. Alors vous l'avez peut-être suivi ces derniers temps sur la chaîne, mon livre en français Au-delà du cockpit sort le 22/2/22. Pour fêter ça, nous mettons en place un nouveau site web, www.debrief.org, qui sera opérationnel sous quelques jours, si ce n'est quelques heures. Vous pourrez faire la commande via ce site. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On vous sortira des petits shorts, des petits teasers et également un nouveau format qu'on appellera Au-delà du cockpit pour venir complémenter les 275 pages, quelque chose comme ça. Allez, on retourne dans le sujet aujourd'hui. L'Alpha Jet. Alors l'Alpha Jet, comme vous le savez, c'est franco-allemand, ça vient de AMD, Avion Marcel Dassault Breguet. À savoir que ces deux compagnies, en fait, ça a changé de nom, c'est devenu Dassault Aviation dans les années 90 et c'était en partenariat avec Dornier. Dornier qui, comme vous vous en doutez, est allemand. Plus de 500 exemplaires d'Alpha Jet ont été construits. Vous avez différentes versions, des versions d'attaque au sol, des versions d'entraînement améliorées également et des versions pour l'armée égyptienne. C'est un bimoteur, il y a deux moteurs, à peu près 1,4 tonne de poussée, qu'on appelle le Larzac 04C6. Ça a été pour la première fois piloté en 73, mis en service en 79 et cela équipe la patrouille de France depuis 1981. Le petit nom qu'on lui donne à cet avion, c'est le Gadget. Personnellement, c'est le premier avion de chasse dans lequel j'ai eu la chance de voler en tant que passager. C'était à Saint-Dizier. Et ensuite, j'ai eu la chance de voler avec la patrouille de France. C'était à l'été 2016, je crois, ou 2017. Bref, c'était 2017. 2017, c'était super sympa. Un petit avion très sympa, assez facile d'un point de vue pilotage, une bonne mobilette, comme on aime dire, sur les avions d'armes plus développés. Allez, ce que je peux vous dire de plus, c'est que le projet est né un petit peu en même temps que celui du Jaguar, le Jaguar qui était fait avec les Anglais. Il y a 3 projets qui ont été mis en compétition, le TA501, le Breguet 126 et le Dornier, et un Dornier. Et c'est au final le TA501 qui plus tard est devenu l'Alpha Jet qui a gagné. Il peut prendre de l'armement sous pod, du canon, 27 mm ou 30 mm. Il peut également prendre de l'armement, de la bombe ou de la roquette pour près de 2,5 tonnes quand même. L'armée nigériane, par exemple, se bat contre Boko Haram avec ça. Vous avez à peu près 2500 litres que vous pouvez emporter en interne et il peut prendre environ 7 G5 ou moins 3 G. Ça avait baissé après, à mon époque, ils voulaient 5 G5 max, je ne sais pas où ça en est. Les différentes versions, A c'est pour attaque, E c'est pour entraînement. L'attaque, il y en a eu 175 de livrés aux Allemands. Certains ont été rachetés par des compagnies comme Top Aces par exemple. La Belgique, ils ont de l'E+. Et comme je vous disais, l'Égypte également en a. La Marine nationale a étudié l'utilisation, l'adaptation de l'Alpha Jet comme remplaçant du Zephyr, qui est un dérivé du Fouga. Des approches ont été réalisées, des essais ont été testés. Ils voulaient augmenter la puissance du réacteur de 13%. Au final, la Marine s'est dit, nous envoyons nos pilotes de chasse se faire former aux États-Unis. Pas besoin de version navalisée de l'Alpha Jet. Il y a eu pas mal d'accidents quand même avec cet avion, dans la patrouille de France, dans d'autres pays, et également au combat, avec en 2014 un Alpha Jet qui aurait été abattu par Boko Haram. On ne sait pas si c'est confirmé ou pas, mais ils ont tué un de leurs pilotes. Ils ont mis l'exécution sur YouTube. Ensuite, en 2021, vous avez un Alpha Jet nigérien encore qui a été abattu par Boko Haram une autre fois. Il y a également eu un prototype qui s'est écrasé en 1976 avec les 2 pilotes qui sont décédés
Et en 78, il y a eu des choses au Caire également. Un pilote s'est éjecté, Jean-Marie Saget a réussi à poser l'avion, apparemment dans un champ de mine. Je n'ai pas plus d'infos, mais c'est assez incroyable. Et depuis, voilà, pas mal d'accidents. La dernière en date à la patrouille de France, c'est une éjection au sol. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'avions, il y en a plus de 500 qui ont été construits et ça tourne eh bien, depuis les années 70 quand même. Donc ça fait une sacrée longévité, c'est normal hein, voilà, qu'il y ait cette accidentologie malheureusement. Le Dauphin, l'autre aéronef concerné, eh bien c'est le SA365, un bimoteur également, à savoir qu'il y a une version monomoteur qui a existé. Ça c'est produit par Sud Aviation, d'où le SA, et maintenant vous avez la dérivée qui est avec Airbus Hélicoptère, le H155. Début de production c'était en 1972, vous en avez plus de 1100 qui ont été fabriqués. Différentes versions de motorisation, en gros 2 fois 700, 750 chevaux, et même les Américains l'utilisent, le Dolphin, dauphin en anglais, les Chinois également, sous licence, et il y a eu des versions un peu d'essai avec la première hélicoptère aux commandes de vol électrique, le record de vitesse sur 3 km, 372 km/h de moyenne, c'est pas mal. C'est un hélicoptère qui est en service dans la Marine nationale et qui donne pleine satisfaction, qui sera remplacé à terme par le H160, le nouveau d'Airbus hélicoptère. Voilà ce que je peux vous dire sur l'Alpha Jet et le Dauphin. Ce que je peux vous dire maintenant un petit peu sur les faits, eh bien c'est que c'était le 30 septembre 2020 et que c'était à 13h26 du côté de Fouras-les-Bains. Nous allons regarder où c'est. Regardons sur la carte. Alors, La Rochelle, regardez Fouras, ça se prononce Fouras. Et ici, vous avez Fort Boyard, Fouras-les-Bains, vous l'avez bien compris. Eh bien, le père Fouras, ça vient de cette ville. Cette ville de Fouras-les-Bains est le lieu d'embarquement pour les personnes qui partent concourir à Fort Boyard, l'émission télé extrêmement connue. Donc si vous demandez d'où vient le père Fouras, maintenant, eh bien vous savez, et malheureusement, juste là, au large de la plage de l'Espérance, il a failli y avoir cet accident. Donc juste pour vous montrer, l'hélicoptère, il vient de La Rochelle, La Rochelle qui se trouve ici, le terrain de La Rochelle est au nord, aéroport de La Rochelle, Île de Ré. Si nous zoomons un petit peu, vous voyez différentes installations. Ici, vous avez l'aéroclub avec leurs avions d'aéroclub. Ici, vous avez Elixir Aircraft. Vous avez, ça ressemble à un ATR, on dirait un ATR. Vous avez un avion, on dirait un petit avion privé. Et ici, vous avez altitude parachutisme. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Et on dirait un T6. Donc, pas mal de matériel. Ici, ça ressemble à la base de la sécurité civile. Et donc, vous avez également la Marine nationale qui est présente avec un détachement qui leur permet eh bien, tout simplement d'intervenir, de rayonner dans toute cette région. Vous voyez, on a les Sables d'Olonne, on a Nantes, il y a Saint-Nazaire là-haut, Île d'Oléron, ça descend sous Lac-sur-Mer. Donc pour tout ça, vous avez La Rochelle. Pour ce qui est de notre Alpha Jet, il vient de Cazaux. Donc Cazaux, c'est où? Vous avez Bordeaux, Arcachon, Mimizan, et juste là, regardez, un des plus grands étangs de France, l'étang de Cazaux. Et si vous zoomez ici, vous voyez la base aérienne 120 de Cazaux. Ça appartient tout ça là à l'Atteste de Buc, où j'ai eu la chance de naître. Et à une époque, il y avait des Mirage 4 ici. Maintenant, vous avez les Alpha Jet et des essais également. Voilà, donc ça vous permet de situer un petit peu les événements. L'Alpha Jet était parti et fait une mission du côté de Limoges. Et après, donc vous voyez Limoges qui est ici, et après était remonté par ici, était remonté, et vous voyez que nous avons La Rochelle qui est là. Après, l'idée, c'est de redescendre. Donc ça fait une sorte de grande triangulaire comme ça. Allez, retournons un petit peu aux événements. Donc, à cet endroit-là, vous avez un Alpha Jet qui a failli percuter le Dauphin. L'Alpha Jet était en mission d'entraînement au profit d'un navigateur. Il n'y avait qu'un seul aéronef. Vous aviez donc le commandant de bord, qui était également pilote, qui était également instructeur, au profit d'un navigateur en place arrière en fin de formation. Le Dauphin, 4 personnes à bord, vous avez un jeune copilote, vous avez un commandant de bord expérimenté mais nouveau dans la région, vous avez un treuilliste et vous avez un plongeur de bord. Ils ont décollé le matin tôt à la recherche d'un bateau qui avait disparu depuis 24 heures. Ils avaient chacun une zone de responsabilité à surveiller. Ils avaient commencé le vol le matin tôt. Ils s'étaient déjà posés, avaient mangé, avaient avitaillé, refait le plein de l'hélicoptère, étaient redécollés quelques dizaines de minutes avant et là étaient en phase active de recherche où est passé ce bateau. À ce moment-là, eh bien, vous avez l'Alpha Jet qui fait un contournement d'une zone habitée, qui passe feet wet, comme on dit dans la marine, les pieds mouillés qui passent au-dessus de la mer. Et à ce moment-là, le copilote qui est en place
gauche dans l'hélicoptère, dont la zone de surveillance est devant et à gauche pour tout ce qui est anti-abordage, annonce au commandant de bord, part à droite, il y a un trafic, action d'évasion de la part de l'hélicoptère, l'Alpha Jet passe juste à côté, acquiert le visuel quand même, tout le monde se fait peur, ça passe à peu près 20 mètres. C'est très intéressant, pourquoi? Parce que l'hélicoptère était en contrôle avec La Rochelle, avec le service d'information de vol. L'Alpha Jet n'était pas avec le contrôle aérien civil, il était avec la fréquence militaire d'auto-information. Donc vous avez deux aéronefs d'État qui ne sont pas sur la même fréquence, qui doivent donc faire le voir et éviter, et qui, pour des raisons d'augmentation de la charge cognitive, d'augmentation de la charge de travail dans chacun des cockpits, ont failli se percuter. C'est tout ce que nous allons découvrir maintenant un petit peu plus en détail. Et c'est la première fois que j'ai envie de vous le dire, je trouve qu'il manque une petite chose dans ce rapport d'enquête du bureau enquête-analyse, et je vous en parle à la fin de la vidéo. C'est parti. Donc ce n'est pas un compte-rendu d'accident comme nous sommes habitués, c'est un rapport d'enquête de sécurité. Personne n'a été tué, rien n'a été cassé, mais il y a des choses à apprendre. Les pilotes en ont parlé, il y a eu une enquête de sécurité. Nous sommes donc sur un format légèrement différent. Ce que je vous propose, c'est de regarder qui justement a participé au groupe d'enquête de sécurité. Un directeur d'enquête du bureau d'enquête accident pour la sécurité de l'aéronautique d'État, le BEA. Et un enquêteur expert, nous avons un enquêteur de première information, un pilote avec expertise Alpha Jet, un pilote avec expertise sur Dauphin et un expert contrôleur aérien. En plus de tout ça, ils ont consulté du personnel de la DGA et également de l'Institut de recherche biomédicale des armées, la fameuse IRBA, notamment pour ce qui est de l'acquisition visuelle. Il nous faut un petit rappel des faits. Tout de suite, ce que je vous propose de regarder, eh bien, c'est la trajectoire. Vous avez le Dauphin qui suit la côte, qui est à la recherche du bateau disparu, du voilier disparu. L'Alpha Jet qui fait le tour, hop, qui slalome un petit peu entre les villes, qui passe le trait de mer, et je vous en reparlerai à la fin, et qui fait un léger virage, et ça se croise à ce moment-là. Nous avons donc une petite explication au début, nous avons l'altitude de l'événement, nous avons des informations sur les pilotes. Donc vous avez le commandant de bord de l'Alpha Jet qui est un pilote chef de patrouille, second de l'escadron de chasse de Nice, quelqu'un d'expérimenté avec 2000 heures en tout, 1005 heures sur Alpha Jet. Un OSA, navigateur officier système d'armes, apparemment issu du cursus plutôt EOPN, donc qui n'a pas fait Maths P l'école de l'air, mais un cursus officier sous contrat, qui lui a 270 heures, dont 150 d'Alpha Jet, qui est quasiment à la fin de sa formation. Dans le Dauphin, un commandant de bord qui est le chef du détachement, donc très expérimenté, avec quasiment 4000 heures de vol et quasiment tout sur Dauphin, ce qui mérite d'être signalé. Le jeune copilote, lui, eh bien, 400 heures totales, dont 225 sur Dauphin, donc vous voyez qu'on a sur Dauphin avec pas beaucoup d'heures de vol. Le treuilliste, également bonne expérience, et le plongeur de bord, également. Au niveau des aéronefs, ils sont en parfait état, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Au niveau de la navigation, il est juste à signaler que c'est un Alpha Jet rénové, qu'il a donc un système de navigation par satellite et un head-up display assez efficace. D'un point de vue radio, là c'est intéressant, l'Alpha Jet a deux boîtiers radio. Un boîtier VHF, je vous rappelle que VHF c'est Very High Frequency, c'est ce qui est utilisé par les aéronefs civils, ou également les militaires s'ils veulent, et l'UHF qui est plus militaire. Donc il a les deux, c'est soit il fait de la VHF, soit il fait de l'UHF, soit il écoute les deux, et généralement eh bien, il va écouter les deux. Le Dauphin, lui, il a plus de systèmes, il a deux radios VHF, un poste HF, haute fréquence, un poste VHF FM, un poste VHF marine pour pouvoir parler avec les bateaux, et un poste UHF. Mais il ne peut pas utiliser tout comme il veut, puisque ça passe par des boîtes de mélange tout ça, et on en reparlera un petit peu plus tard. Au moment du souci, vous avez l'Alpha Jet, il a la fréquence UHF sur la fréquence d'auto-information militaire, sur laquelle sont la plupart des chasseurs et aéronefs militaires lorsqu'ils sont en navigation basse altitude, et la fréquence VHF est sur la fréquence de communication de l'école de chasse embarquée dans le cadre de la formation. Généralement, traditionnellement, ça aurait été la fréquence dite interpatrouille, mais là je crois que l'avion est tout seul. Il aurait pu utiliser la VHF pour autre chose, mais là voilà,
il l'a mis pour ça. Le Dauphin, lui, eh bien, c'est un petit peu différent. Il est en VHF avec le service d'information de vol de La Rochelle et avec l'UHF. Il est en train d'osciller entre le canal 16, qui est le canal veillé utilisé par les marins, et la communication avec le CROSS qui est le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, qui est le donneur d'ordre dans ce cas-là, qui coordonne les moyens de recherche. Donc il switch comme ça. La zone, si vous regardez la zone, vous avez la CTR. La CTR, c'est cette zone ici. C'est la zone vraiment qui englobe le terrain de La Rochelle. Entre la surface et les 2000 pieds, vous devez les contacter. Autour de ça, c'est différent. Vous avez la TMA, la zone terminale. Donc là, entre 2000 et 3000 pieds, il faut contacter La Rochelle. Donc c'est-à-dire que vous pouvez passer en dessous, là, en dessous de 2000 pieds, vous n'avez pas à contacter La Rochelle. Vous êtes dans votre bon droit de vous balader à l'extérieur de la CTR, l'extérieur de la zone de contrôle de l'aéroport, sans les contacter, sans contacter personne. En basse altitude, vous vous faufilez sous les zones. Pour ce qui est des enregistreurs de bord, eh bien dans l'armée, c'est pas Byzance. Sur le Dauphin, vous avez un petit, on va dire, mouchard de position GPS. Sur l'Alpha Jet, eh bien, ils ont l'enregistreur de vidéo et donc la recopie du collimateur tête haute et la vue pilote, ainsi que les communications de bord, c'est tout. Au niveau des pilotes, tout ça, eh bien, tout le monde va bien. Ils nous font une petite explication sur le cross à Etel. Donc là, vous voyez le cross Etel. Ça nous fait toute la façade atlantique. Donc vous avez le cross Corsen au nord, moi avec lequel j'ai déjà travaillé. Le cross Etel, c'est toute cette partie-là et ceux qui coordonnent tout. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc c'est la 35F, 35e flottille de la Marine nationale avec un détachement permanent. Et de l'autre côté, la base 120 de Cazaux, Nice, nous en avons parlé. Les règles de vue en CAM. Le CAM, c'est la circulation aérienne militaire. La CAM Victor, c'est à vue. Pour faire simple, c'est comme du VFR. Vous avez droit, tant que vous restez à l'extérieur des nuages et que vous avez un certain temps de vol, de manœuvrer. Si vous êtes en dehors des zones civiles, comme nous l'avons vu, vous êtes dans votre bon droit, vous pouvez vous balader partout. Au niveau des trajectoires, là c'est intéressant, dans leur rejeu, vous voyez le Dauphin ici, il est petit, hein, on le voit là. Et donc l'Alpha Jet est en virage et ça croise très proche. Comme on peut le voir sur cette reconstitution, voilà, ça passe pas loin, à une vingtaine de mètres environ. J'insiste encore une fois, le Dauphin à ce moment-là est avec La Rochelle et les bateaux. L'Alpha Jet est sur l'imposte de son unité en VHF et en UHF sur une fréquence d'auto-information, donc ils ne sont pas sur la même fréquence radio. Je ne sais pas s'il y a une veille de garde de 243.0 de la part du Dauphin et de l'Alpha Jet. Généralement, c'est souvent le cas, mais c'est une fréquence d'urgence, une fréquence de détresse, donc on n'a pas à faire des messages dessus. Là, on voit bien le zoom avec les trajectoires et ce qui se passe, ce croisement. On fait un tout petit rejeu dans le simulateur DCS, mais voilà, c'est pas aussi précis que ça. C'est plus pour vous donner une idée des vitesses de rapprochement. Là, vous voyez bien la trajectoire très précise. Au niveau du déroulé des faits, vous avez un décollage du Dauphin à 13h05. Ils partent directement, ils sont en recherche du voilier. À 13h25-55, le copilote détecte l'arrivée de l'Alpha Jet. Ça part en virage droite. Et pour ce qui est de l'avion de chasse, eh bien vous avez un exercice de panne moteur au profit du navigateur. Fin de l'exercice à 24, ça dure 2 minutes. Après, il change de trajectoire et là, vous avez une modification de virage. Ça slalom un petit peu et ça croise le Dauphin à 26,01. Donc vous voyez, tout va très vite. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a une recherche donc bien des événements. Les missions opérationnelles de secours sont des missions exigeantes où une attention particulière est donnée sur la répartition des tâches de surveillance du ciel. Ça, c'est très intéressant. Le copilote, il a sa zone de responsabilité. Le commandant de bord a sa zone de responsabilité, tout comme le treuilliste et le plongeur de bord. Chacun doit à la fois regarder où se trouve le voilier, mais également surveiller le ciel, sachant qu'ils sont plutôt habitués à des trafics lents, ils ne sont pas habitués par expérience à croiser beaucoup de chasseurs. Ils sont nouveaux dans la zone, cet équipage d'hélicoptères, ils ne savent pas que traditionnellement, il y a beaucoup d'Alpha Jet de la base de Cazaux qui passent dans cet environnement-là. Donc ça, c'est un point qui ressort lors de cette enquête. Pour ce qui est du vol d'Alpha Jet,
Grosse charge de travail du commandant de bord qui doit à la fois gérer son avion, le piloter et gérer l'instruction de son navigateur en place arrière. Et oui, c'est souvent des pilotes qui font l'instruction des navigateurs. Voilà un petit peu ce qu'on nous dit à ce moment-là. Les fréquences, je vous en ai parlé. Il est mis en avant le fait que le contrôleur aérien, à ce moment-là, il a une faible charge de travail. C'est pas du tout son travail dans un service dans une zone de SIV de surveiller les trafics. Donc lui, il n'a pas conscience qu'il y a l'Alpha Jet, qu'il n'a pas contacté, il est en train de faire autre chose. Et quand il s'en rend compte, c'est seulement après. Donc en aucun cas, c'est du rôle ou du devoir du contrôleur aérien de prévenir l'hélicoptère. Donc attention, si vous êtes avec un SIV, c'est un très bon exemple. Je vous mets le lien de l'enquête en dessous. N'attendez pas à ce que le contrôleur aérien vous sauve la vie d'un trafic militaire qui arrive. Il n'est pas en train de regarder en permanence, la zone, là, c'est assez calme. Il n'a pas à monitorer en permanence son écran et voir arriver un chasseur à 400 nœuds. Donc ça, c'est un point que je trouve assez important. Au niveau de la détection visuelle, vous avez tout un petit passage qui nous explique justement qu'avec une acuité visuelle de 10 sur 10 dans des conditions optimales, on arrive à avoir 2 points séparés par un angle d'une minute d'arc. Donc en français dans le texte, ce qui ressort de cette petite étude là, c'est qu'il trouve que l'Alpha Jet est plus facile à voir que l'hélicoptère à cause des couleurs et à cause du fond. Donc l'Alpha Jet devait se voir, si vous le cherchez, à peu près 30 secondes avant le croisement. Pour ce qui est du Dauphin, encore une fois, si vous cherchez dans le bon secteur, vous auriez dû le voir 25 secondes avant. Ce qui veut dire en gros que pendant 20 à 25 secondes, personne n'a cherché dans la bonne direction. Alors c'est pas du tout là pour jeter la pierre, mais c'est plus pour montrer bien que le ciel est grand, qu'il faut chercher de manière méthodique, mais surtout qu'il faut regarder. Et quand on est d'un côté en train de gérer sa trajectoire, de l'autre côté en train de chercher un bateau, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. La vitesse, le fait que ça soit du rapprochement, 400 nœuds contre 100 nœuds, en plus, ça a joué. Pourquoi? Parce qu'en face à face, vous n'avez pas de défilement. Et souvent, ce qu'on recherche, c'est un défilement. Ce qui veut dire également que si vous voyez quelque chose qui est en relèvement constant sur vous, généralement, c'est que ça va vers un cap de collision. C'est comme ça qu'on regarde, par exemple, pour des missiles ou également pour des trajectoires de rapprochement. Regardez quand vous allez sur l'autoroute. Vous êtes sur l'autoroute, il y a des voitures qui arrivent. Vous voyez qu'initialement, la voiture elle reste à un relèvement constant et après, hop, elle prend de la vitesse relative par rapport à vous quand elle rentre sur l'autoroute. Pourquoi? Parce qu'initialement, elle fait son interception vers vous, elle arrive sur l'autoroute et après, les trajectoires sont parallèles. Voilà, c'était pour la petite histoire. Il est insisté encore une fois sur cette histoire de postes radio. Pourquoi ils insistent autant sur les postes radio? Parce qu'on aime bien dire dans l'aviation qu'on voit avec les oreilles. Le fait d'avoir ces messages audio permet à chacun de se faire une représentation mentale de ce qui se passe. Donc si vous communiquez à la radio, vous donnez vos intentions, vos positions, ça permet à tout le monde de savoir où vous êtes. Donc c'est très important de faire des messages radio. Pour ce qui est des systèmes de prévention des abordages, sur les avions civils de plus de 5 tonnes 7 ou plus de 19 passagers, vous devez avoir un système TCAS par exemple, donc Traffic Collision Avoidance System, qui va voir arriver d'autres transpondeurs et vous prévenir. Vous avez des systèmes comme le FLARM également, Flight Alarm, utilisé par les planeurs, ou même maintenant des applications comme SafeSky qui sont là pour vous aider. Alpha Jet, Dauphin, nous n'avons rien de tout ça. Est-ce que les aéronefs de défense sont en retard? Oui. Est-ce que c'est une priorité? Quand j'y étais, absolument pas d'équiper les avions avec ça. Donc les avions militaires ne sont pas du tout à la pointe de la technologie pour ce qui est de la détection des TCAS, des transpondeurs des autres avions. Aussi bizarre que cela puisse paraître. Voilà, j'en dirai pas beaucoup plus là-dessus. Il y a des systèmes, il y a des choses, mais vous voyez dans ces avions écoles d'ancienne génération ou ces hélicoptères d'ancienne génération, vous n'êtes pas aidé pour l'anti-collision tout simplement. Il nous faut un petit récap des faits et derrière, ils nous font leurs recommandations de sécurité. Donc dans la recommandation de sécurité, il est rappelé, ça serait bien de rappeler aux équipages, la nécessité et l'intérêt de contacter l'organisme en charge du SIV lorsqu'ils évoluent en Camp Victor. Donc c'est-à-dire que même si on a une fréquence d'auto-information entre militaires, pourquoi pas faire un petit message avec les civils. Pour la petite histoire, dans la marine, à mon époque, nous le faisions. Je faisais partie d'une génération qui le faisait parce qu'on avait une expérience civile et on savait que voilà, ça valait le coup. Donc des fois, on faisait un petit saut sur la fréquence du SIV. On disait, on est 2 super étendards, 4 rafales en basse altitude, où il y a des trafics dans le coin. Non, bon, ok, merci, au revoir.
ils sont prévenus qu'on est dans le coin, et même si on ne peut pas forcément rester sur cette fréquence très longtemps, voilà. Ou alors vous envoyez quelqu'un de votre patrouille faire des petits messages régulièrement. Voir et éviter, c'est une bonne chose. Auto-information UHF, petit rappel sur le fait que ça serait bien d'avoir une fréquence commune pour tout le monde. Plus facile à dire qu'à faire, surtout dans un cas comme ça. Pour ce qui est de l'anti-abordage, je les invite à réfléchir à la mise en place de dispositifs d'anti-abordage sur les aéronefs d'État. Ah oui, ça serait plutôt une bonne chose. À la DGAC de faire évoluer les filets de sauvegarde pour intégrer dans le système d'alerte les aéronefs non contrôlés. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a des filets de sauvegarde, c'est un ensemble de systèmes qui alertent le contrôleur aérien s'il y a une situation potentiellement dangereuse, et ça permet aux contrôleurs de mieux gérer leur trafic. Ils sont en train de réfléchir et de déployer tout ça sur tout le système, mais là on voit clairement qu'apparemment ils avaient le transpondeur, mais je ne suis pas sûr à 100%, c'est pas vraiment creusé dans le rapport, parce qu'après il y a des histoires de code transpondeur, mais s'il serait souhaitable, bien que les aéronefs militaires en entraînement, en temps de paix, et leur transpondeur, d'habitude on met 0300, qui soit détectable par le contrôle aérien civil et qui puisse avoir des informations. Alors le risque de tout ça, c'est quoi? C'est quand vous avez des avions de chasse qui se baladent forcément à 400 nœuds, ça risque de faire des alarmes intempestives, donc ils sont sûrement en train d'étudier le plus versus le moins bien. Là, on a une vision où, bah oui, ça paraît évident. Maintenant, si vous avez beaucoup d'aéronefs, les chasseurs, ils se faufilent, ils se baladent, ils voient les gens, ils évitent. Si vous avez, en tant que contrôleur, des alarmes en permanence, ça peut vous amener à vous focaliser sur une zone qui n'est pas vraiment un souci et oublier un autre endroit. Donc voilà, ça, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. C'est ça que je veux vous dire. Des fois, le mieux est l'ennemi du bien. Ensuite, ils disent que ça serait bien de réfléchir au livret des avions. Sur les hélicoptères Dauphin, jusqu'en 2015, vous aviez, pour les missions de SP, de service public, des liserés orange. Ils ont disparu à partir de 2015 à cause du contre-terrorisme pour être plus discret. Résultat, les hélicoptères sont plus difficiles à voir. Et dans un dernier temps, ils insistent, encore une fois, ils le disent souvent, le BEA, ils ont raison, que ça serait bien d'avoir de meilleurs enregistreurs de vol. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que pour la première fois, je trouve qu'il manque un petit quelque chose. C'est quoi ce petit quelque chose? Alors c'est normal, ils n'ont pas eu l'info, mais dans la marine, nous avons interdiction de passer le trait de côte en dessous de 2000 pieds. Pourquoi? Parce que le trait de côte est traditionnellement, avec l'arrière des chalutiers, un endroit où il y a beaucoup d'activités aviaires, beaucoup d'oiseaux. Donc en tant que pilote de chasse dans la marine, en super-étendard ou en rafale, quand vous êtes en navigation basse altitude au-dessus de la Terre et que vous devez passer le trait de côte, vous devez monter à 2000 pieds. Donc vous vous êtes baladé à 500 pieds, vous grimpez à 2000 pieds, vous passez le trait de côte et vous commencez à descendre de l'autre côté. Si ça avait été un aéronef marine qui avait respecté la procédure, il n'y aurait eu absolument aucun souci. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas pu avoir un souci plus loin en mer, hein, mais là où je veux en venir, c'est que c'est complètement absent, et je trouve que pour quelqu'un de l'armée de l'air ou quelqu'un d'une autre culture que celle de la chasse embarquée qui lit ce rapport d'enquête de sécurité, ça aurait été intéressant, je pense, de préciser que dans la chasse embarquée, eh bien, il y a ce petit texte qui stipule que pour des raisons de péril aviaire, on fait ça. Ça aurait pu peut-être inviter l'armée de l'air à y réfléchir ou à se mettre en relation avec l'aéronautique navale et se dire pourquoi vous faites ça, quel retour d'expérience vous avez par rapport à ça. Regardez un petit peu l'accidentologie en bord de mer et peut-être amener l'armée de l'air à se dire c'est pas une mauvaise idée, pourquoi pas. Voilà. Pour la petite histoire, on va regarder la zone, voir si ça aurait changé quelque chose, s'il avait dû passer à 2000 pieds. Donc dans la zone très précise en question, donc c'est ici, en termes de zone aéronautique, ça n'aurait pas changé grand-chose, sauf il faudrait voir exactement d'où il arrive. Parce que vous voyez ici, il y a toute la partie maritime. Donc dans un cas comme ça, en tant que chasseur, vous voyez, en tant que chasseur dans la marine, toute cette partie-là, on ne peut pas y passer sans contacter La Rochelle, puisqu'il y a la TMA. Donc en 2000 pieds, faut contacter. Donc moi, par exemple, si je suis leader et que je veux aller voir Fort Boyard, soit je passe vraiment par le sud, par là, et c'est un petit peu ce qu'il a fait d'ailleurs, notre camarade AlphaJet, et là effectivement j'ai personne à contacter. Soit si j'arrive un peu plus du nord, eh bien je vais contacter La Rochelle, ce qui aurait peut-être évité ce croisement. Donc on le voit bien, voilà, même en montant à 2000 pieds, bon, alors il serait pas redescendu dessus direct, mais c'est pas magique.
Néanmoins, je pense que c'est un point intéressant à réfléchir. On a vu également ces derniers temps qu'il y a des avions légers qui ont tapé des oiseaux. Je vous invite juste à réfléchir à ça. D'après nos statistiques, vous avez plus de collisions aviaires en basse altitude, derrière les chalutiers et forcément au niveau du trait de côte. Voilà, ce que je voulais vous dire d'autre, eh bien, c'est voir et éviter, c'est absolument la base, c'est indispensable. N'attendez pas d'un avion de combat qu'il vous voit, qu'il vous évite. Bien sûr, il va essayer de le faire, mais c'est pas magique, il travaille dans son cockpit, il peut être derrière l'avion à un moment donné, ou être surchargé, ou faire tomber un crayon dans son habitacle et essayer de le ramasser, c'est du vécu. Donc c'est à vous, pilote d'avion léger, du LM, de ce que vous voulez, regardez dehors également, et essayez d'éviter tous les trafics. Oui, être avec le SIV, oui, être avec le contrôle aérien, c'est mieux. N'oubliez pas que les avions de chasse, c'est généralement aux alentours des 500 pieds, donc vous n'avez aucun intérêt à vous balader à 500 pieds. Et voilà, maintenant vous savez que la marine, ça passe à 2000 le trait de côte, il n'y a rien de secret là-dessus, mais si vous suivez le trait de côte, bah voilà, évitez peut-être 2000 pieds si vous êtes dans la région bretonne. Petite question du jour pour vous, eh bien connaissez-vous en vol à vue les minima de visibilité qu'il vous faut pour pouvoir poursuivre le vol? Vous avez donc le VFR, mais également le VFR spécial, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. J'espère que la vidéo vous a été instructive. Je suis en train de préparer une vidéo sur le Sukhoi 35, ça devrait être très sympa, ça va pas tarder à sortir. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées de vidéos. Il y a eu pas mal de réactions sur Ukraine-Russie. Je voudrais juste préciser, moi j'étais sur l'option 1, mais pour ce qui est derrière de la réplique de l'OTAN dont je parle, hein, elle n'est pas du tout automatique ou nécessaire, mais c'est des développements. Et je disais bien que c'était d'un point de vue analyse de l'état-major de Poutine que je me plaçais. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à venir voir notre nouveau site web, et d'ici là, fly safe!